pouvez vous présenter ? Je m'appelle Emma Louise, je suis étudiante donc à l'INSA en 3e année dans le département maîtrise des risques industriels sur le campus de Bourges. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'INSA ? Donc ça a commencé donc, sur septembre-octobre, la période de l'intégration, où il y avait des légères humiliations donc, sur des dérivés de mon prénom qui étaient répétés, criés donc, dans des lieux style dans des bars pour des soirées à l'intégration, donc des soirées INSA, ou même dans l'enceinte de l'établissement. Et ensuite, ça s'est amplifié avec l'arrivée d'autres personnes donc sur les mois de janvier, où là, les humiliations étaient de plus en plus répétitives. Il y a eu d'autres événements comme des lancements de rumeurs, donc sur des groupes Facebook de plus de 1500 personnes. Et ça, donc répété pendant plusieurs mois, donc jusqu'au confinement, où après au confinement, il y a eu une pause. Et un soir, je reçois une notification vers 2h du matin, en me disant que j'étais ajoutée dans un groupe. Je vais sur la notification et là je vois qu'on me note, qu'on me juge. Très rapidement, je quitte la conversation pour pas en voir plus. J'en parle à une amie qui me dit que ils sont sûrement bourrés, donc j'en fais pas suite. Et 2 semaines plus tard, cette même amie à qui j'en ai parlé, elle aussi, elle a été mise sur une autre conversation où elle aussi, elle a été notée. Je me suis dit bon, si on est 2, on peut être beaucoup plus. J'ai envoyé des messages à d'autres amis à moi en me demandant si ça leur était arrivé. J'ai envoyé des messages sur des gros groupes. Et en effet, j'ai trouvé d'autres personnes. Donc 2 autres personnes qui ont accepté de témoigner avec moi. On a pris des screens de ces conversations. J'ai écrit un dossier avec un référencement chronologique des événements où on a mis les pièces, des screens, des groupes Facebook, des conversations comme preuve. Et quel impact ça a eu sur vous ? Qu'avez-vous ressenti en fait ? Alors, comme je disais au début, je trouvais ça insignifiant parce que j'étais très bien entourée, j'avais mon groupe d'amis, je passais clairement au-dessus. Mais après, que j'avoue, ça devenait pesant. J'allais en soirée stressée et ça me donnait pas envie de m'intégrer plus. Des fois, j'étais un peu obligée du fait du BDE parce qu'on était en campagne à ce moment-là, donc j'y allais. Mais j'étais stressée, j'étais mal. Mais ça va mieux aujourd'hui ? Ah oui, oui, oui. C'était il y a plus d'1 an, donc ça va. Merci Emma Louise. Merci à vous. Ce que j'ai vraiment le plus, moi, dans mes consultations, c'est vraiment les histoires d'agression sexuelle, les histoires d'inceste et les histoires vraiment de viol. Et les viols lors des soirées festives. Dans le viol, la difficulté des étudiantes pour venir en parler, c'est que si c'est sur la soirée, la problématique, c'est de se dire « j'ai bu, j'ai pris de la drogue », voire les deux. Et du coup, je me sens pas légitime à aller porter plainte parce que j'étais pas tout à fait en état, peut-être, de pouvoir répondre ou me rappeler, avoir une mémoire de ce qui s'est vraiment passé. Donc ça, en général, quand elles viennent, c'est soit parce qu'il y a des amis autour qui remarquent du changement, puisque l'effet traumatique ou bouleversant qui peut arriver évidemment, après un acte qui a été violent, ça se fait des fois pas tout de suite sentir parce que la personne peut être en état de dénégation ou de déréalité avec des conduites d'évitement ou d'isolement qui vont peut-être peu à peu interpeller effectivement l'entourage pour lui demander ce qui ne va pas. Et donc quand elles vont pouvoir venir poser une parole, l'important effectivement c'est surtout d'entendre la parole, de l'accueillir, de soutenir la personne et en tous les cas de n'être ni dans le jugement ni dans l'accusation. C'est l'histoire singulière à chaque fois d'une personne, donc aucune généralité. Ce qu'on peut dire dans les généralités, c'est que les victimes, qu'elles soient hommes ou femmes ou enfants, on va retrouver quand même les mêmes types d'effets secondaires, traduits plus ou moins selon la personne, mais que ce soit l'isolement, l'estime de soi qui a diminué, la honte, la culpabilité qui peut être ressentie. Il y a une amygdale effectivement à l'intérieur du cerveau qui va provoquer un court-circuit. Et qui va faire que souvent les personnes se retrouvent en dissociation après, c'est-à-dire le corps va effectivement vivre quelque chose et le psychique, on va dire, va être décalé. On parle d'orgaste et non pas d'orgasme dans le cadre des violences. Et l'orgaste, c'est un spasme réflexe que l'on peut avoir, qui vient protéger le corps, qui va venir le lubrifier pour les filles, et puis pour les garçons, faire qu'il y ait effectivement une possibilité que ça marche, que tout fonctionne, mais c'est pas pour ça qu'il y a la notion de plaisir. Et ça, c'est extrêmement difficile pour les victimes d'arriver à un moment donné à pouvoir parler de cette notion de le corps à lâcher. Heureusement,
parce que c'est venu quand même protéger les fonctions pour peut-être pas être trop déchiré, trop abîmé, et voilà. Donc, il est normal de pouvoir ressentir quelque chose où on croit que c'est du plaisir, mais ça n'en est pas. C'est vraiment un spasme réflexe. La violence sexuelle, elle vient toucher l'intime, c'est-à-dire elle est invisible, cette violence-là. C'est-à-dire que la personne, quand elle se promène dans la rue, on ne peut pas savoir qu'elle a été violée. Ce sentiment de honte qui peut être entendu, ce sentiment de culpabilité qui peut être vécu par les personnes, et il faut qu'elle le redonne à l'auteur de violence. C'est lui qui doit avoir honte et qui doit être culpabilisé. C'est pas la victime. Donc toutes ces violences-là vont entraîner effectivement un impact sur sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon de réagir, ne plus pouvoir marcher dans la rue parce que peut-être que la posture ou le regard d'une personne va réactiver un vieux souvenir de ce qui s'est vécu. Peut-être que la vie sexuelle va être difficile avec un autre partenaire, parce que selon les postures, ça va encore renvoyer, réactiver des scènes, et puis ça peut se déplacer. Ça peut tout d'un coup, on ne va plus manger, ou on va énormément manger à la place. Voilà, toute violence va effectivement avoir un impact physiologique et psychique. Je suis victime. Je ne reste pas isolée. Je parle à une personne de confiance. Je ne doute pas de mon statut de victime. Je contacte les personnes compétentes et ou les ressources pour faire remonter la situation. Chargée de mission égalité, infirmière ou psychologue de l'établissement ou du Crous, chef d'établissement, je rassemble les indices, témoins, vidéos, enregistrements, capture d'écran. Je n'hésite pas à consulter un ou une psychologue ou psychothérapeute. L'effet de sidération entraîne une incapacité d'agir ou de réagir, une impossibilité de bouger ou de parler. Tu es tétanisé par la peur et le choc provoqués par la situation. Ce qui peut provoquer un phénomène de dissociation. Tu te sens déconnecté, avec l'impression de sortir de ton corps et de n'être que spectateur ou spectatrice de la scène que tu es en train de vivre. Les violences ont de graves conséquences sur la santé psychique et physique, telles que la dévalorisation de soi, les difficultés de concentration, l'isolement, les problèmes alimentaires, les phobies, l'insomnie, l'anxiété, l'amnésie et ou la mémoire traumatique, revivre à l'identique les faits, les conduites addictives, etc. Bonjour, je suis Édith de Lyon, je suis coordinatrice du service d'aide aux victimes de Loir-et-Cher, l'association France Victimes 41, qui est basée à Blois, dans le quartier Nord, place Lorjou. Quasiment dans chaque département du territoire national, nous avons des services d'aide aux victimes qui sont adhérents à une fédération nationale France Victimes. Notre association a pour mission principale d'accompagner toute personne victime ou qui s'estime victime d'une infraction pénale. La devise de notre fédération, c'est « Victime, plus jamais seule ». On est là, nous, plus pour vraiment faire un accompagnement physique, humain, et pour répondre à toutes les questions que les personnes se posent et donner un niveau d'information qui soit accessible à tous. Donc nous, on est là pour venir rassurer vraiment que la personne ne soit plus seule et ne passe pas à côté de ses droits également. Le double accompagnement, c'est le soutien psychologique, donc avec une psychologue qui est là à disposition aussi pour aider les personnes à se reconstruire dans toutes les infractions qui ont été violentes, quand il s'agit de violences physiques, conjugales ou de violences à caractère sexuel. Notre service est vraiment ouvert à toute personne, en toute confidentialité. Rien ne sortira de nos bureaux sans l'accord de la personne qui viendra nous voir. Et on ne fera pas à la place d'eux, mais avec. Vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je suis Benoît et je suis étudiant en 3e année à l'INSA Centre-Val de Loire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'INSA ? J'ai eu des cas de cyberharcèlement, donc des étudiants qui ont créé des groupes de discussion où ils insultaient et ils notaient les filles sur leur physique. Et vous avez été témoin de ça ? J'ai été sollicité du coup, par mes amis qui avaient été ajoutés à ces groupes de discussion. Donc à l'époque, j'étais président du BDE, donc on a fait très vite une réunion pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire, notamment exclure ces étudiants des événements. On a accompagné plus les démarches du coup, des étudiantes pour solliciter la direction de l'école. Mais lancer une démarche, ça a été immédiat du coup. Oui, en discutant avec eux, c'était très vite l'excuse de l'alcool, sauf que ça n'excuse rien et c'est même pire que tout. Et dire voilà, c'est bon, ça peut arriver, enfin, on ne crée pas tous des groupes de discussion pour harceler les autres, quoi.
Et la procédure, du coup, ça a consisté en quoi? Donc très tôt, il y a eu une réunion qui a été organisée. Le directeur m'a demandé d'y assister pour un peu éclairer entre guillemets sur ces pratiques-là, parce que en fait c'était des étudiants qui étaient connus des enseignants même par rapport à leur attitude problématique, et aussi apporter un peu cet éclairage estudiantin sur leur attitude. Que retenez-vous de tout ça aujourd'hui ou quel regard vous portez sur cette histoire-là? Je pense que ça a permis de débloquer pas mal de choses. Et après, je ne sais pas s'il y a eu vraiment un réel impact sur ces étudiants, enfin sur les étudiants qui étaient accusés. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec eux à la rentrée et en fait, ce qu'ils voyaient, c'était l'aspect que cette commission disciplinaire, ça aurait pu leur poser des problèmes pour leur scolarité, mais ils ne se sont jamais remis en question par rapport à leur attitude. Maintenant, tout le monde est au courant qu'il y a toujours cette possibilité d'écoute et les comportements comme ça ne seront plus impunis et ne passeront plus à la trappe. Merci Benoît. Merci. Bonjour, je suis Aude Didier-Laurent, infirmière au service de santé universitaire à Blois. Aujourd'hui, je vais vous parler de la place du témoin en cas de violences sexistes et sexuelles. La place du témoin est essentielle dans ces situations-là. Trop peu de personnes interviennent encore. Et le but, c'est de vous donner quelques pistes d'intervention. Dans le cas où vous êtes témoin direct d'une scène, je vais vous parler de la méthode des 5D qui est préconisée en cas de harcèlement de rue et qui, d'après moi, peut tout à fait fonctionner dans la situation de violence, quelle qu'elle soit. Le premier D, c'est distraire, c'est-à-dire aller voir la victime ou l'auteur, faire semblant par exemple de le connaître ou demander l'heure, demander la direction. L'idée, c'est de stopper la situation de violence. Le deuxième D, c'est déléguer, c'est-à-dire demander de l'aide. Si vous vous sentez en difficulté, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un qui fait office d'autorité, par exemple. Donc ça peut être un enseignant à l'INSA, ça peut être dans une boîte de nuit, le videur, par exemple. Avant d'appeler la police, demandez l'avis à la victime. Par contre, en cas d'urgence, bien sûr, appelez le 17 ou le 112. Le troisième D, c'est documenter, c'est-à-dire filmer la scène avec un maximum d'éléments comme la date, le lieu, l'heure. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'indices en cas de témoignage. Par contre, il est interdit de divulguer le film que vous avez tourné, sous peine de sanction. Le quatrième D, c'est diriger, c'est-à-dire donner un ordre, être très directif envers l'auteur pour qu'il stoppe les violences. Donc il faut être très direct, très clair, très précis dans sa façon de s'exprimer. Par contre, selon les situations, il faut se tenir à distance pour éviter de se mettre soi-même en danger. Et le cinquième D, c'est dialoguer. Donc dialoguer avec la victime, faire un peu comme si vous étiez son ami, la rassurer, lui proposer de l'aide, faire le point avec elle de la situation. Il faut garder en tête aussi que c'est une situation qui peut être choquante pour elle, donc éviter de la toucher, parce que vous ne savez pas comment elle peut vivre la situation. Dans la situation où une victime vient se confier à vous, ce qu'il faut garder en tête, donc, c'est que la personne peut être choquée par la situation, donc il faut être bienveillant, il faut rassurer la personne, la laisser parler, et surtout reconnaître son statut de victime et son vécu. Assurez-vous également que la victime soit en sécurité, c'est-à-dire savoir est-ce qu'elle a déjà porté plainte, est-ce qu'elle est toujours en contact avec l'auteur des faits. Sachez que vous pouvez aussi aider la personne à porter plainte, mais surtout pas la forcer, puisque c'est une situation qui est compliquée, donc qui peut être difficile à vivre. Il n'y a pas d'obligation. Donc c'est vraiment important de lui laisser le temps, de ne pas lui mettre la pression. La situation est suffisamment compliquée pour elle. Par contre, si elle veut porter plainte, sachez qu'il existe une façon de porter plainte en ligne sur le site de la police nationale, ce qui peut faciliter les démarches. Vous pouvez aussi orienter la personne vers ses ressources, ses amis, sa famille, en fonction de qui est au courant, mais surtout ne pas la laisser toute seule. Vous pouvez aussi l'orienter vers des structures internes. À l'INSA, par exemple, il y a la mission Égalité qui est là pour accueillir les personnes victimes, parler avec elles. Ou moi-même, infirmière au service de santé. Il y a aussi des structures externes qui sont habituées à accueillir les victimes, comme Aide aux victimes 41, donc qui est sur Blois, qui fait partie du réseau France Victimes. Des sites sont dédiés également pour les personnes victimes de violences, comme commentons'aime.fr, qui propose un chat aussi de discussion qui est très bien fait, donc qui permet aux personnes de pouvoir s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu. Ce qu'il faut, c'est surtout être bienveillant dans ces situations.
Bonjour, alors je m'appelle Frédéric Chevalier. Je suis procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois. Moi, mon métier, c'est d'être saisi d'un fait et de dire est-ce que ce fait-là, ce comportement-là, tombe sous le coup de la loi pénale. Donc vous voyez, non pas qu'il faut que je connaisse les 79 codes, mais il faut que je sache, il faut que je qualifie un comportement au regard de la loi et de dire si ce comportement est interdit ou pas par la loi. Il n'y a pas de profil type d'agresseur de victime, il y a simplement celui qui envisage l'autre comme son objet, qui envisage l'autre sans le considérer. Et donc, voilà, c'est pas simplement celui qui est au RSA et qui picole, ça peut arriver, mais il y a beaucoup de gens très bien installés dans la société qui au contraire peut-être ont le sentiment que ça ne les touchera pas, parce qu'il y a une notion d'emprise, c'est-à-dire le fait d'avoir sur l'autre une capacité de dicter à l'autre son comportement. Vous voyez, parce que je suis économiquement plus fort que toi, c'est moi qui ramène les sous à la maison, donc toi tu te tais, tu subis ce que je veux que tu subisses et on n'en parle plus. Et voilà. Donc il n'y a pas de milieu privilégié, tout un chacun est capable d'être l'agresseur de l'autre, malheureusement. Mais je pense que c'est par l'éducation, par la connaissance un peu, voilà, par l'élévation de tout ça qu'on arrive à ne pas reproduire ces comportements inadmissibles. Ce que l'on sait, c'est que depuis 10-15 ans, la moyenne des peines devant les tribunaux correctionnels et les cours d'assises s'accroît. La moyenne s'accroît, et notamment pour des violences sexuelles, les gens sont condamnés de plus en plus lourdement quand même. On allonge le temps pendant lequel on peut agir judiciairement. Aujourd'hui, alors en fonction des circonstances aggravantes ou pas, mais maintenant c'est 20 ans. Oui, ça a été pour tous les crimes, ça a été allongé de 20 ans. C'est même supérieur pour certains viols sur des mineurs de moins de 15 ans. Donc c'est-à-dire que l'écoulement du temps joue de moins en moins contre le fait de pouvoir poursuivre quelqu'un. Le cyberharcèlement, c'est pas une violence nouvelle. C'est simplement le fait que j'exerce une violence par le biais d'un outil. C'est un outil formidable. Voilà. Mais simplement, il faut savoir l'utiliser, quoi. Si on se met à la place de celui qui reçoit ces messages, 1, 2, 3, 10, 100, 1000, ça devient insupportable, invivable, inadmissible. L'autre, il vaut autant que moi, et si je peux comprendre ça, j'arrête de l'emmerder avec mon portable, à faire n'importe quoi, et à dire n'importe quoi, à écrire n'importe quoi. Les étudiants et étudiantes qui nous écoutent, d'abord, c'est des jeunes gens qui doivent avoir la majorité, je suppose, aujourd'hui. Leur droit principal, c'est de pouvoir vivre leur vie avec leur liberté, dans le respect des autres. C'est ça. C'est de pouvoir marcher dans la rue avec une jupe sans se faire siffler par un gros beauf. Il faut exercer les droits dont je suis le titulaire. Voilà. Et mon premier des droits, c'est d'être respecté. Et si je ne suis pas respecté, j'ai une autorité, la justice, qui peut et qui doit porter ma parole pour que ce comportement, à un moment donné, soit sanctionné. Qu'on mette une limite à ce comportement en disant, toi, tu fais, tu dis, tu racontes n'importe quoi, tu arrêtes. Voilà, et je te condamne pour ça. Donc, première chose, c'est je respecte les autres parce que je me respecte. Deuxième chose, si je ne suis pas respecté, je demande à ceux dont c'est le métier, la fonction dans notre démocratie, de donner des suites à ces comportements pas admissibles. En cas de violence sexiste ou sexuelle, l'INSA agit à 2 niveaux. Le ou la chef d'établissement peut saisir la commission disciplinaire qui fera une enquête et pourra prononcer des sanctions à l'encontre de l'auteur ou l'autrice incriminée. Dans certains cas, le ou la chef d'établissement peut prendre une mesure conservatoire le temps que la commission disciplinaire soit saisie. Cette mesure va écarter l'auteur ou l'autrice présumée de l'établissement pendant une durée de 30 jours, cette durée pouvant être prolongée. En parallèle, le chef ou la chef d'établissement peut effectuer un signalement au procureur de la République. En effet, d'après l'article 40 du Code de procédure pénale, un fonctionnaire a l'obligation de signaler à la justice tout délit ou crime présumé. Une fois informé, le ou la procureure décide s'il y a lieu ou non de donner suite, c'est-à-dire de faire une enquête qui pourra déboucher sur des sanctions pénales. La procédure disciplinaire est généralement plus rapide que la procédure pénale, qui, elle, peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années.